Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un contexte où le président de la République rencontre les partenaires internationaux, dans un contexte aussi où le président parfois se plaint que la communauté internationale n'appuie pas encore ce gouvernement. Il n'y a pas encore de fonds, notamment pour sa caravane de changement. Donc c'est un contexte de rapprochement entre ce pouvoir et ses partenaires internationaux. Mais aussi parce que le 3 octobre, l'Allemagne a célébré sa fête nationale. Ce matin, nous avons avec nous, pour parler coopération, mais aussi un coup d'œil sur l'Allemagne, l'ambassadeur allemand en Haïti, M. Manfred Auster. Bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation et pour parler avec vous. C'est un plaisir de vous avoir ce matin sur le plateau de Métropole. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, 1 an que vous êtes en Haïti, vous êtes arrivé dans un contexte de crise électorale, on se le rappelle, en 2016, avant les élections de novembre. Aujourd'hui, 1 an après, 1 an que vous êtes installé et pratiquement 10 mois après les élections, comment vous voyez la situation ici en Haïti? Oui, c'est vrai, je suis arrivé dans une situation de changement, je crois. C'était les élections, mais aussi l'ouragan Mathieu à cette époque-là. C'est presque mes premières impressions de votre pays. Et alors, 1 an après, je me félicite d'avoir une situation assez changée. Vous avez fait allusion aux élections qui sont bien passées, je crois. Maintenant, Haïti a un président élu, un parlement élu dans des élections qui sont déroulées dans une situation calme, libre et ouverte. Et je crois que ça, c'est une très bonne précondition pour la stabilité du pays qui est assez nécessaire. C'est une des préconditions et maintenant, il faut continuer sur cette pas. Donc, c'est des élections que vous avez saluées. Un président est sorti de ces élections. Jovenel Moïse est là aujourd'hui. 8 mois après, quelle lecture vous faites? Alors, je pense qu'il y a un programme avec des propositions assez claires. Par exemple, le président fait une tâche et il souligne la nécessité de la lutte contre la corruption, l'impunité, des investissements dans le pays, énergie aussi, sont des tâches dans ce programme. Et moi et mes collègues, nous pensons que ce sont les vraies politiques à suivre. À ce moment-là, je témoignage aussi une augmentation dans les rues des manifestations. Bon, moi, je pense que les manifestations, normalement, sont une partie de la droit de l'expression libre, mais naturellement, jusqu'à des manifestations assez pacifiques. Et là, je trouve un peu inquiétante aussi la tonalité et aussi les acteurs, quelques acteurs dans ces récentes semaines. Alors, j'espère beaucoup que le discours politique en Haïti continue dans une manière pacifique et démocratique. Alors, vous suivez l'actualité, vous parlez des manifestations à travers les rues et vous coopérez avec Haïti, vous avez quand même investi dans le pays, vous avez des programmes en train d'être implémentés dans le pays. Est-ce que vous êtes préoccupé par la situation actuelle, le tableau qu'il y a aujourd'hui? Alors, on doit faire la différence entre la coopération avec Haïti, ça c'est un programme de longue date. Notre relation sont même plus longue date, il date dès le début de la 19e siècle. Mais la coopération, c'était une tradition après la Deuxième Guerre mondiale entre l'Allemagne et Haïti. Nous avons eu des programmes de la coopération. Ça continue. Pendant les derniers 10 ans, nous avons
des programmes à peu près de 115 millions d'euros investis en Haïti, par exemple pour l'électrification, des choses comme ça. Ça, c'est la coopération et nous continuons sur la coopération avec Haïti, notre partenaire. Ça, c'est clair et nous sommes en train de discuter avec le gouvernement aussi où on se fait. La plupart de notre coopération vient vers l'Union européenne parce que nous sommes contributeurs au programme de l'Union européenne à peu près avec 20% de la totalité du budget de l'Union européenne. Alors ça, c'est le grand parti de cette coopération. L'autre chose, vous avez demandé la question à savoir avec l'investissement, ça c'est le secteur privé. Et pour eux, je pense, la stabilité d'un pays, ça c'est le plus important fait pour prendre une décision, pour y arriver, pour faire des business, des entreprises, quelque chose comme cela. À ce moment-là, il n'y a pas des grands nombres des entreprises allemandes qui sont investies en Haïti. Et moi, je pense que c'est jusqu'au début qu'il y aura peut-être un petit intérêt augmenté dans le secteur. Et pour ce secteur, ça sera très, très important. Vous pensez avec une stabilité politique, des investisseurs allemands pourraient s'intéresser à Haïti? Je suis un peu plus prudent en disant c'est en avers. Sans stabilité, il n'y a aucune chance. Avec la stabilité, ça c'est une des éléments, mais il faut aussi avoir un système de la justice qui fait partie de la sécurité, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas seulement la situation dans les rues, c'est aussi la sécurité d'investissement avec la possibilité d'une gouvernance de droit, des choses comme ça. Alors l'idée de la nouvelle mission des Nations Unies, MINUJUST, de regarder l'état de droit, c'est aussi un des éléments assez importants. Alors, vous avez parlé de l'Union européenne et aussi de la MINUJUST. Et on sait que vous êtes aussi contributeur pour la mission des Nations Unies pour la stabilisation, MINUSTA, et MINUSTA qui doit partir le 15. Et si vous deviez jeter un regard sur les 13 ans de la MINUSTA en Haïti, vous diriez quoi? Alors, je crois que la balance, à la fin de cette mission, nous avons achevé, nous, comme la communauté internationale, un scénario où une composante militaire, si nécessaire, en Haïti, n'existe plus. Et ça, c'est un grand avantage, je crois, si on fait la comparaison avec le début des missions de paix en Haïti. Reste la nécessité de soutenir, de donner appui à la PNH qui a fait beaucoup de progrès pendant les dernières années, mais il me semble qu'à ce moment-là, c'était la vraie décision du Conseil de sécurité de rester ici avec une telle mission, avec un pôle qui peut donner appui aux forces de la PNH si ça sera nécessaire. Donc la présence de la MINUJUST qui remplace la MINUSTA est nécessaire selon vous. Donc on ne peut pas totalement retirer les Nations Unies en Haïti, maintenant ne serait-ce que des policiers en civil, comme ce sera le cas pour la MINUJUST. Je crois que c'est une bonne décision de le faire pas à pas. Pas la totalité de la mission des Nations Unies à un tel moment, mais d'augmenter la situation même plus. Et naturellement, à la fin de ce processus, l'idée c'est de n'avoir pas le besoin pour une telle mission. Hein. C'est clair, à la fin, c'est la retraite d'une mission des Nations Unies totalement. Mais ça dépend du progrès sur ce chemin.
vous avez parlé de l'amitié entre l'Allemagne et Haïti. Ça ne date pas d'hier, vous l'avez dit. Et je me rappelle, lors de cette conférence que vous avez donnée récemment, c'est avec fierté que vous avez souligné que la chanson Haïti Chérie a été composée dans votre pays, en Allemagne. Oui. Donc c'est pour dire que ça ne date pas d'hier, les relations. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un projet phare, un projet qui, selon vous, a eu de l'impact sur la communauté haïtienne, un projet dont vous êtes fier aujourd'hui, en exécution ou qui a été exécuté en Haïti? Il y a peut-être, nous posons plutôt l'accent sur les petits projets hein, à ce moment-là. Les petits projets, c'est-à-dire quoi? Ça commence avec des projets que nous faisons, nous comme l'ambassade, avec un budget environ 20 000 euros. Ce n'est pas un grand chiffre, mais c'est assez pour faire une différence dans les petites communautés. Avec une école, avec un orphelinage, on peut aider avec l'électrification solaire, d'avoir une salle de classe additionnelle, des choses comme ça. Ça fait un impact directement pour les élèves, pour les gens dans la communauté. Il y a aussi les plus grands projets, environ 5 millions, quelque chose comme ça, qui se fait un focus sur l'environnement, le reboisement, mais pas seulement les arbres. Les arbres sont très importants, naturellement, pour la société et pour le monde entier, mais aussi pour les gens qui habitent dans les régions, les gens qui, à ce moment, dépendent du charbon, par exemple. Hein. Alors, il faut trouver une possibilité, une alternative, une source alternative pour eux de faire vivre. Et ça, il y a deux de ces projets vers la côté avec la République dominicaine. Alors, c'est aussi un peu transfrontalière. Et ce sont des projets que nous aimons assez bien chez nous parce que ça, c'est avec tous les aspects, les aspects locaux, mais aussi les aspects nationaux, transfrontaliers et internationaux, parce que la lutte contre le changement climatique, c'est assez important, pas seulement pour les îles de la Caraïbe, mais pour le monde entier. Comment est-ce que l'Allemagne, je ne veux pas dire investir, mais comment est-ce que l'Allemagne contribue ici en Haïti? À travers quel mécanisme vous exécutez vos projets ici en Haïti? Il y a des différentes lignes. Nous avons l'Agence de la coopération allemande, la GIZ. Ils sont ici depuis longtemps. Ils ont des accords avec le ministère de la coopération. Pour, par exemple, ces projets que j'ai fait mentionner déjà. Il y a aussi la KfW, ça c'est notre banque de développement qui a donné le financement, la plupart de le financement pour Piligre, la station hydroélectrique, et pour le recomplir, c'est à peu près 30 millions de dollars. Et pour les petits projets, nous utilisons très souvent des petites associations haïtiennes, des ONG, si vous voulez, des choses comme ça, où on travaille directement avec eux. Restent aussi les grands ONG allemandes, comme le Croix-Rouge, le Handicap international. Il y a les Welthungerhilfe, comme cela, qui sont alimentés pour faire des assistances, les projets d'assistance transitoire. Ça, c'est notre terminologie pour les projets qui ne sont pas de l'aide humanitaire après une catastrophe, une crise comme Mathieu, mais qui fait une transition plus longue date vers la normalité après une telle catastrophe. Et là, nous utilisons ces ONG allemands qui sont ici depuis longtemps. Et depuis 2010, vous avez quand même dépensé 115 millions d'euros en Haïti. À peu près, oui. À peu près 115 millions. Et, mais c'est des fonds qui sont passés par l'agence de coopération ou encore les ONG.
mais vous n'appuyez pas directement le gouvernement haïtien. Non, nous faisons cela justement vers l'Union européenne, comme j'ai dit en avant. L'Union européenne a aussi un appui budgétaire vers le gouvernement haïtien, mais pour l'Allemagne, nous ne le faisons pas. C'est pas de question pour Haïti seulement, c'est une politique plus générale dans le monde entier. Et là, vous avez parlé de Péligre, par exemple. Donc, on sait que l'Allemagne est très impliquée. D'ailleurs, c'est vous qui avez donné les fonds pour réhabiliter les turbines de Péligre. Et du train que ça va aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait des travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet, le projet de réhabilitation? Alors, quand je suis arrivé ici, oui, je suis content parce qu'apparemment, nous sommes vers le fond de ce projet. On m'a dit que c'était un peu plus long dans la réalisation qu'on pensait au début. Il y avait aussi des changements dans la projection, mais ce sont des questions techniques. Je suis juriste et pas ingénieur, alors je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose pour être critiquant ou pas. Alors, mais je suis très heureux qu'apparemment l'année prochaine, on va terminer avec tous les projets à Péligre. Vous appuyez la réhabilitation de Péligre alors qu'on est dans un contexte où un président parle d'électricité 24 heures sur 24 en Haïti. Ça vous dit quoi? Ça vous parle, ça? Est-ce que vous comptez encadrer ou encore appuyer Jovenel Moïse dans cette démarche? Oui, nous sommes en train de parler avec lui et ses conseillers énergétiques. Aussi pour trouver des relations avec des compagnies en Allemagne qui sont investies dans le passé. Il existe aussi des petites stations hydroélectriques, plus petites que Péligre. C'est aussi une idée de rénover ces centrales. Nous avons fait la liaison avec la compagnie qui a construit dans les années 80 ces centrales et on peut regarder les possibilités là-dedans aussi. Il y a aussi des compagnies allemandes qui investissent dans le secteur photovoltaïque. Par exemple, nous avons eu l'inauguration à Tabar d'une microgrid il y a 2 mois, je crois, aussi avec une compagnie allemande qui a investi sur cette réseau-là. C'est centralisé dans une des hôpitaux à cette occasion-là, mais aussi avec l'idée... Donc c'est un projet pilote? C'est un projet pilote et c'est financé d'une source privée. L'énergie renouvelable, c'est votre fort en Allemagne, vous y connaissez un petit peu. Et là, quand on regarde l'accompagnement ou encore la présence d'Allemagne en Haïti, et il y a tous ces problèmes d'électricité, est-ce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire vraiment pour aider Haïti à remonter la pente et à pouvoir fournir l'électricité qui est un service de base? Donc, est-ce que vous ne pouvez pas faire de ce domaine-là une priorité pour vous et accompagner le gouvernement? Comment vous voyez ça? Alors, comme j'ai dit, je crois que nous faisons déjà beaucoup avec Péligre, avec les autres stations hydroélectriques et aussi en donnant la possibilité de faire cet entretien avec les autres compagnies en Allemagne. Très bien, très bien. L'Allemagne aux côtés d'Haïti, mais l'Allemagne aussi existe et doit fonctionner. Vous êtes à un moment où Angela Merkel vient d'être réélue, mais cette fois avec une petite faiblesse au niveau du Parlement, avec l'arrivée de l'extrême droite au Parlement. La situation se présente comment chez vous aujourd'hui? On sait que Angela Merkel est en pleine négociation pour monter un gouvernement. Ça se présente comment? Oui, c'est vrai. La situation maintenant, c'est différente qu'avant les élections parce qu'il faut maintenant d'avoir une coalition entre probablement 4 partis politiques au Bundestag. C'est aussi parce que la deuxième partenaire dans le gouvernement ancien, les social-démocrates,
ils ont décidé de faire de l'opposition cette fois et de ne pas entrer entre une grande coalition, encore une fois. Alors, ça reste une seule possibilité pour Angela Merkel, en faire une coalition avec la partie sœur dans le sud d'Allemagne, à Munich, et avec les Verts et les libéraux. Elle a décidé, elle a fait un entretien avec cette partie sœur. Normalement, les deux partis font aussi une coopération assez étroite au sein du Bundestag comme un groupe politique ensemble, même que ce sont des partis indépendants. Ils ont trouvé un compromis pendant le week-end dernier. Et maintenant, on peut commencer les discussions avec les deux autres partis à partir de la semaine prochaine. Mais la pierre d'achoppement, on le sait, c'est la question migratoire. On le sait, c'est ce qui dérange un petit peu, c'est ce qui crée la tension. Aujourd'hui, un accord a été trouvé avec Angela Merkel pour plus ou moins limiter le nombre de réfugiés à 200 000 par année. Et c'est une grande décision. Pensez-vous que cette décision pourrait avoir un impact sur les autres pays au sein de l'Union européenne? Alors, ils sont deux choses, comme toujours dans la politique, un peu plus complexes, parce que cette chiffre, 200 000, ça c'est le but. Okay. C'est pas c'est pas un plafond. C'est un plafond, mais avec un peu de flexibilité là-dedans. Hein. Okay. C'était une demande de cette partie sœur à Munich d'avoir un plafond fixe. Angela Merkel a rejeté cette idée. Alors, il reste la possibilité, par exemple, pour les réfugiés politiques hein, qui réclament le droit d'asile politique. Il n'y a pas de limite pour cette nombre. C'est aussi, comme j'ai dit, justement un accord entre les deux parties. Hein, ce n'est pas la politique du gouvernement et dans les négociations avec les Verts et les libéraux, c'est une position de ces deux partis, mais les autres sont normalement un peu plus flexibles. Ils n'aiment pas l'idée d'une limite. Okay. Alors, c'est-à-dire le 200 000, ça c'est probablement le plafond d'une certaine dimension. La question pour l'Europe, l'Union européenne, nous avons déjà une décision pour distribuer les réfugiés dans l'Union européenne. Il y a des quotas pour les pays membres. Malheureusement, ce n'est pas totalement implémenté hein, à ce moment-là. Il y a une assez grande résistance dans quelques de nos États membres, même que ça c'est une loi, c'est une décision avec force de loi. Mais j'espère que l'exemple allemand va donner une autre pouce dans cette direction. Alors, cette sensibilité, monsieur l'ambassadeur, et aux réfugiés, cette sensibilité dont fait montre Angela Merkel vis-à-vis des réfugiés, est-ce une idée de Madame la Chancelière ou est-ce que c'est une politique, c'est la politique du parti? Comment est-ce qu'on peut voir ça, on peut lire ça? Non, ça c'était la politique du gouvernement à l'époque-là. Et les principes de cette politique restent. Hein. Pour cette droit d'asile, ça c'est même dans notre constitution. Okay. Alors, si on veut faire une limite sur les réfugiés politiques, il faut changer la constitution, ça c'est impossible. Pour les réfugiés de la guerre en Syrie, par exemple, nous sommes États membres aussi des conventions de Genève. Alors, il y a aussi une obligation dans le droit international d'apprendre un tel nombre de réfugiés. La troisième catégorie, ce sont des immigrants, disons, économiques. Hein. Ils ont pour eux aussi une raison légitime, je crois, qu'ils cherchent une meilleure vie que chez eux. Néanmoins, ils ne sont pas un droit pour se déplacer vers l'Allemagne ou l'Europe. Hein. Pour eux, c'est, comme je dis, on cherche une situation meilleure. Néanmoins,
on doit réguler cela et trouver aussi des solutions plutôt dans leur pays pour faire la vie plus agréable chez eux, avec le but que ça ne nécessite plus le danger de faire la traverse vers la Méditerranée avec les grands dangers pour eux. Entre 2015 et 2016, c'était pratiquement 1 million de réfugiés. Maintenant, si ça doit continuer, est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse déboucher sur des crises au sein de l'Allemagne avec l'arrivée de tous ces réfugiés? Je parle de crise sociale, par exemple. Oui. Alors, l'idée à cette époque, c'était aussi de donner l'accès à l'Union européenne, dans ce cas-là, Allemagne, mais avec le but de partager la responsabilité avec les États membres. Alors, avec une population à ce moment de 500 millions de citoyens en Europe, 1 million de réfugiés, c'est presque nul, hein, c'est pas de problème. Okay. Comme j'ai dit, malheureusement, cette distribution ne fonctionne pas trop bien. Reste 1 million chez nous, avec 82 millions allemands. Ça, c'est aussi possible de le faire. Mais vous avez raison, la précondition pour un succès, c'est qu'on peut intégrer les gens, les réfugiés, dans la société allemande, avec la langue, avec la formation, avec l'école. Ça, c'est nécessaire pour eux d'apprendre la vie en Allemagne. C'est pas à dire on doit assimiler, mais intégrer dans la vie allemande. Et je reste optimiste que ça sera un succès. On parlait d'optimisme. En fait, on va mettre fin à l'interview, monsieur l'ambassadeur, mais je me voudrais de ne pas vous demander, est-ce que vous êtes aussi optimiste quant à la possibilité pour l'Allemagne de maintenir son titre pour les coupes en Russie? Qu'est-ce que vous pensez? Pour le foot, pour le foot. Oui, naturellement, je reste très optimiste. Et, quand je suis berlinois, mon équipe, c'est Hertha BSC. Et maintenant, nous avons aussi un joueur dans l'équipe nationale avec Marvin Plattenhardt. Alors, ça sera naturellement une autre pousse pour gagner le coup encore une fois. Donc, vous allez dire, vous restez positif? Oui, exactement. Hein? On va le voir, mais c'était normalement une grande chance. Et la qualification de l'Argentine hier soir, ça vous a dit quelque chose? Oui. Vous vouliez que l'Argentine soit là et face à l'Allemagne? Naturellement, hein? Ça sera une bonne chose de vous avoir dans le coup. Alors, bonne chance avec cela. Et sinon, il y a aussi les autres possibilités de faire un échange, des matchs sympathiques. Tout à fait. Voilà. Alors, ce que j'ai pas dit au début de l'émission, c'est que c'est une émission en 2 temps. Donc, on aura un autre groupe d'invités. Donc, c'est la fin de cette première partie. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Voilà, l'ambassadeur Manfred Auster, ambassadeur de l'Allemagne en Haïti. On parlait coopération. On a aussi jeté un coup d'œil sur la situation dans son pays. On parle d'Allemagne. En deuxième partie, nous allons avoir Yannick Laens et Ronald Jean-Jacques. On va parler de santé mentale. Restez avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point. Ce matin, nous avons reçu l'ambassadeur d'Allemagne en Haïti en première partie. Et maintenant, comme annoncé, nous avons sur le plateau avec nous Yannick Laens, que vous connaissez, et Ronald Jean-Jacques aussi qui est avec nous. Nous allons parler santé mentale. On doit rappeler que hier, c'était la journée internationale de la santé mentale. Et aujourd'hui, pour continuer à parler santé mentale, ils sont avec nous parce que Yannick Laens et M. Ronald Jean-Jacques font partie d'une association, ISMA, Initiative Santé Mentale Haïti. Yannick Laens, bonjour. Bonjour. M. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Un plaisir. ISMA, Initiative Santé Mentale Haïti. Pourquoi mettre sur pied une association pour
parler santé mentale? Parce que c'est une nécessité, dans la mesure où ceux qui sont affectés par la maladie, leurs proches, ainsi que les spécialistes vivent dans une situation en Haïti où il faut absolument pointer du doigt les carences qui existent, la perception qu'il y a sur la maladie, pour permettre justement, avec la sensibilisation, avec l'éducation, la perception soit différente, pour alerter aussi les services publics et même les initiatives privées, pour qu'une amélioration absolument sensible des soins qu'on peut apporter à ces personnes puisse être faite. Voilà. Le constat aujourd'hui, c'est quoi, Ronald Jean-Jacques? Quand on parle de santé mentale, le constat aujourd'hui, c'est quoi en Haïti? C'est que, premièrement et principalement, la personne qui est malade est mal comprise en Haïti. Okay. Les gens ne savent pas que c'est une personne malade qui est en souffrance et qui mérite d'avoir toute l'attention, le support des proches, des parents, des amis, et qui mérite d'avoir des soins. Allez-y. Oui, et donc, il est important et urgent que nous alertions tout le monde dans la société pour que, dorénavant, ces gens-là qui ont les différents troubles de la pathologie mentale soient mieux compris, acceptés et pris en charge. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons déjà accompli dans le cadre de cette lutte pour le respect ou encore une meilleure prise en charge des personnes qui sont victimes des troubles mentaux? Enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste du domaine. Je fais partie des gens qui sont intéressés par la question. Mais je pense qu'il y a eu un changement à partir du 12 janvier. Okay. Déjà, les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il ne suffit pas de reconstruire les murs, mais que les personnes avaient besoin aussi d'être reconstruites. Donc, il y a eu une sensibilisation quant à l'existence d'un problème de santé mentale. Et à partir de là, je pense qu'il y a un service d'ailleurs qui a été créé au niveau du ministère, ce qui n'existait pas, de la santé publique, ce qui n'existait pas avant. C'est déjà un pas. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a un problème d'ordre public. Mais ça ne suffit pas. Et c'est la raison pour laquelle, justement, les personnes atteintes de pathologie mentale, leurs proches, qui sont aussi affectés par la maladie, ainsi que les spécialistes qui interviennent, se mettent ensemble, et c'est le cas de ISMA, pour pouvoir justement faire un plaidoyer autour de cette question. La question de la santé mentale. La santé mentale nous concerne tous, à un degré ou à un autre. Alors je peux peut-être céder la parole à Ronald qui va mieux expliquer ce qu'on entend par la santé mentale. Tout à fait, c'était la prochaine question. Donc quand on parle de santé mentale, quand est-ce que quelqu'un est en bonne santé mentale ou quand est-ce qu'elle ne l'est pas? Oui, en fait, on définit la santé mentale versus la maladie mentale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a défini la santé mentale comme un état de bien-être physique, psychologique, émotionnel et social, où cette personne-là peut prendre soin d'elle-même, peut travailler avec les autres et peut même s'épanouir et aller dans des grands projets. Donc, contrairement, quand une personne est malade, elle ne peut pas se prendre en charge, elle ne peut pas fonctionner convenablement dans la famille, dans la société, dans son travail, et donc pose un problème pour elle-même, mais pour les gens qui sont autour d'elle et pour la société en général. Je voulais continuer sur la première question pour dire qu'en Haïti, c'est vrai qu'après le 12 janvier, le ministère de la Santé publique a pu intégrer dans la politique de santé en Haïti un volet sur la santé mentale, ce qui n'était pas le cas avant. Et qu'en plus, au niveau du ministère, il y a une structure administrative, une unité, mais il y a aussi dans les hôpitaux publics une démarche qui est d'installer à travers les hôpitaux dans les départements un service
de santé mentale, qui est un pas énorme au niveau des pouvoirs publics. Très bien. Maintenant, quand on parle de malade mental, généralement, les gens se voient, ceux qui sont dans les rues, et, généralement, on les appelle monde fou. Et est-ce que c'est uniquement cette catégorie qu'on peut considérer comme des gens qui sont malades mentalement? Dans l'épidémiologie établie par l'Organisation mondiale de la santé, ils ont pensé que 10% de la population mondiale serait concernée par la pathologie mentale. Ce qui fait donc qu'en Haïti, nous sommes autour d'1 million de personnes qui seraient concernées par les différentes pathologies et à des degrés divers, légers, moyens, graves. Donc, il est clair que ce n'est pas seulement les gens qui sont dans les rues que communément nous appelons monde fou qui sont concernés par cette tranche assez élevée. Ça serait environ 1 million de personnes concernées par la maladie mentale. Mais aussi, il faut savoir la dépression, parce que l'OMS a décrété cette année comme l'année de la dépression. La dépression concernerait autour de 35 à 40% de la population des malades mentaux. Et la dépression, qui est une pathologie courante et qu'on rencontre dans toutes les familles et à travers le monde. Et par rapport aux différents événements de ce monde, en Haïti, vous allez comprendre que la dépression nous concerne à un moment ou à un autre de notre vie et concerne toutes les familles haïtiennes. La dépression serait à quel niveau? Léger ou... Oui, non, mais ça dépend des structures mentales des différentes personnes. Parce qu'il y a une personne qui peut avoir vécu un événement et qui réagit par une simple déprime, un coup de pompe. Il y en a d'autres qui, par rapport à cet événement, vont être beaucoup plus traumatisés et affectés à un degré moyen ou même très grave. Parce que la dépression va simplement du coup de pompe, comme on le dit, mais ça va aussi vers le suicide. Donc ça va dépendre. Vous allez comprendre, entre ce coup de pompe et le suicide, il y a une catégorie énorme de gens qui sont concernés. Tout à fait. Maintenant, l'ISMA entre en jeu. L'ISMA a compris la nécessité d'attirer l'attention sur la question. Et ça passe à travers quoi? Alors, il faut vous dire d'abord que l'ISMA est formé, comme je vous ai dit, de personnes atteintes de pathologie mentale, aussi bien que de proches, amis ou parents, et de spécialistes. Vous savez, pour nous, la connaissance est un outil extraordinaire. Et c'est un outil qui peut même faire des miracles. Parce que plus on sensibilise sur une question, plus on éduque les gens sur une question, plus cette question peut être résolue. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a commencé par une campagne de sensibilisation à tous les niveaux. On va utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour pouvoir justement atteindre le maximum de gens, qu'il s'agisse de documents audiovisuels, de conférences, de rencontres, d'échanges, même d'ateliers. Et pas seulement au niveau de Port-au-Prince, mais au niveau des villes de province aussi. Simplement pour changer la perception. Et hier, nous avons eu un atelier avec des tout-petits. On a fait du dessin. Et on a projeté le film pour des adolescents les plus grands. Et on a eu 2h30 d'échange. Et nous sommes persuadés que ces jeunes adolescents, une fois qu'ils avaient laissé cette enceinte, étaient beaucoup plus disposés à regarder autrement le malade mental qu'il va rencontrer dans la rue ou qu'il connaît dans sa famille ou qu'il le rencontre sur son quartier. Maintenant, l'idée, est-ce que c'est de sensibiliser les gens autour de la question afin qu'ils puissent mieux vivre avec les gens qui sont malades ou aider ceux qui sont malades et qui ne le savent pas à identifier le problème ou à découvrir. Il y a plusieurs niveaux. Quand on parle d'éducation, effectivement, quand on parle d'éducation, c'est non seulement l'entourage, mais aussi sensibiliser même les pouvoirs publics, sensibiliser peut-être des personnes privées qui seraient eux aussi atteints, affectés d'une façon ou d'une autre et qui pourraient aider. Je vais vous donner un exemple. Dans un pays comme Cuba,
la sensibilisation et l'éducation se fait au niveau communautaire, ce qui a entraîné quoi? C'est que le malade est pris en charge dans sa communauté, dans sa famille, à un moment où les symptômes ne sont pas aggravés, ce qui évite l'hospitalisation. Cuba a fermé les hôpitaux psychiatriques parce que la prise en charge était faite par la communauté, qui est éduquée, qui est sensibilisée à la question. Donc, le pharmacien du quartier sait exactement quel médicament, même si le médecin n'est pas là. La famille sait exactement quel comportement avoir. L'entourage le sait. Et le malade évite l'hospitalisation. Ce qui coûte d'ailleurs moins cher au pouvoir public. Et ça peut éviter aussi que son cas ne devienne plus grave. Et d'ailleurs, il y a des pays comme le Canada qui se sont inspirés du modèle, par exemple, communautaire. Très bien. Et parce que vous réalisez une tournée de sensibilisation, justement, et vous faites ça à travers un documentaire que vous avez réalisé, on va peut-être avoir un extrait. On peut ne pas pouvoir regarder tout le documentaire, mais on va permettre à nos auditeurs, téléspectateurs d'avoir une idée de ce travail qui a été réalisé. Et on va demander à la régie, justement, de nous faire avoir une idée. Je m'appelle Lara, j'ai 45 ans et je suis bipolaire 2. Et c'est une maladie qui est difficile à vivre parce qu'on n'est pas souvent compris. Les phases de la bipolarité sont soit la dépression, soit un état hypomanique dans mon cas, mais le pire que je vis pour moi, c'est la dépression. Avec la maladie mentale qui ne se voit pas nécessairement parce qu'on n'a pas du sang qui sort de notre corps, on n'a pas un bras dans un plâtre, c'est très difficile pour nous de le vivre et pour l'entourage de répondre. Et la dépression, c'est vraiment les ténèbres et le noir. Il n'y a plus d'espoir, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il y a la noirceur. Le corps devient trop lourd pour supporter son propre poids, donc je passe beaucoup de temps couché dans mon lit. Je veux être dans l'obscurité. Je ne veux pas interagir avec les autres nécessairement. Je ne peux pas être dans des situations sociales. Ce que j'aimerais qu'il soit compris, c'est que quand on est dans un état dépressif ou je ne connais pas les autres maladies mentales, mais je parle de moi, quand on est dans un état dépressif, c'est extrêmement difficile de faire un effort. On était toujours bipolaire, d'accord? Maintenant, on vit un petit gens exagéré et d'une certaine manière, à cause de l'implication dans la politique, d'accord? Qui vient mettre un paquet de pression sur moi. Comme Joe, on était impliqué dans l'affaire lutte contre drogue, sécurité président, etc. etc. C'est des gens qui mettent en pile pression sur vous. Ouais. Et on fait combien de temps dans caché, parti en exil, etc. etc. Donc, et c'est là ça, on a dit que ça que tu as en dedans, vient sortir plus. Je peux changer de phase en 50 000 fois dans un mois, ce qui est drainant et fatigant. Parce que, en fait, qu'est-ce que je veux? Je veux être bien, je veux être contente. Je ne sais pas si je voudrais être comme les autres, mais j'aurais aimé pouvoir fonctionner dans un travail, par exemple, pouvoir performer comme je vois tout le monde faire autour de moi. On pense que dépression, son bagage comme si son pente ou descendre. C'est pas vrai. Jodia,
ou en forme. Et puis, une demi-heure après, ou plongez net. Ça a d'abord manifesté sous forme d'une dépression. Et puis, mais l'aime saute dans la dépression, on est monté trop haut. Vous comprenez? Et moi, je viens sentir comme si encore une fois, que je suis responsable. Moi, des bagailles qui pourraient le révéler au vrai, mais que je ne peux pas stopper. Même si je mets en tête, que je ne peux pas stopper. Donc, je prends des risques. Et puis, bon, ça va mener bien. Mal aux États-Unis, bah, il m'a acheté des armes, ceci, cela. Et puis arrêté, me fait 2 ans en prison. Vous comprenez? Et donc voilà. Bon, l'homme sorti. Je m'ai récupéré relativement vite. Mais, il y a peut-être, 5-6 ans de ça. Non, plus que ça. Moi, senti et dépression qui a venu. Reste ça, et j'ai senti que j'avais envie de mourir, quoi. Ouais. Je passais à 2 doigts. Mais ça arrivait de manière très brutale. Ce n'est pas un bagage progressif. Bah, il descend sous floup. Et puis, bon, mais, les femmes, dans un psychiatre, et grâce à madame, moi, elle me dit, il faut avoir un psychiatre. Et sans ça, je vais le tuer tête, moi. Chaque monde a un problème là à l'intérieur, ça veut le subconscient. Et là, j'ai un problème dans la vie, on refoule les et les problèmes ça sorti, il y a une maladie mentale. Wilson dans la rue lui-même, il a madame a ici l'enfance. Après c'est moi Michel-Ange. Wilson fait 14 ans dans le pays étranger, il passe sur 16 ans, il fait 14 ans dans le pays étranger. Tourne tout fou. Wilson entre avec soulier de départ, puis il a une graine chaussette, une graine sans chaussette. Département, on graine droite, on graine gauche, comme ça l'entrée là. En ça, c'est l'entrée là, parce que c'est battre sorti pour le battre dernier monde dans là. Battre sorti pour le battre monde. L'elvin n'a pas prendre him courir au côté avec lui, il dit folie. Bah faire remède pour lui, tout remède tombe à l'eau, parce que nos jours. Wilson ba m'ka bon même. Même. Ah Wilson ba bon problème, c'est Michel il a un problème là. Et Michel a dit bêtise, ça va entrer dans le sentiment même. Même. Je ne sais pas sur le terrain, je comme fin balle là, mal chita sur le terrain, je vais mourir. Je vais mourir. Parce que Michel a mis voisin en brand dans le quartier là. Tellement de bêtises. La fois dernière, je suis venu à un caille pour l'idée là. Michel en cherche un bois, bam 5 coups de bois à les voisins. Si je ne courir, il tape sur dans la cour là. Courir, à toute bosse ça. Je vais la rue. J'ai fait 5 jours de yoler ça. Je suis sorti pour le tuer. Je me suis arrêté là, je suis au fret. Parce que je vais arrêter, non? La fois dernière, je suis un qui vient là. Qui vient voir Michel, mon neveu, mon nièce. Voisin, là, je regarde Michel enlève 2 blocs 15. Il y a un peu de là. Je suis au fret là. Michel enlève 2 blocs pour tête pour le suivre dans la cour. Et courir dans la cour, tout neveu, tout si messieurs dames aller. En plus, ça me campe là. Wash Michel envoyer des pour le suivre.
Mais quand un piscine, voisin. Serpent, là. A ou maladie entre sou Mikel mba kon pied, mba kon tête non. A kon pied, mba kon tête. Mikel a Bedette ou Bedette. Oui, dans l'hôpital Bedette lié. Son 2-3 ans, même d'après expliquer problème, moi qu'on a dit moi là pour Mikel, il a le mettre l'hôpital moi. Qu'on a le mettre l'hôpital moi. Ya ba la ben, parce que la vini tout en deux olations la ben joindre moi. Il fini me ballon bail pour le manger là li. M'a comprendre ni même. Même tout tellement la faire grimace, ça me connaît c'est esprit elle fait. C'est jusqu'à la fin me vinn ouais que son problème Michel-Ange. Ça c'est me pas vivre du tout. Même dormir me coucher là, les soirs me pas dormir. Qui servi à bamper le Michel-Ange. Tout le monde n'a pas le Michel-Ange ça. C'est normal, lui me dit rien même là. Michel, quand c'est la vie a fini. Le stress c'est que maintenant Michel-Ange était là. Douleur c'est tellement frappé, bon si même vivre, je ne sais pas vivre encore même. Et moi bon Dieu te doit éternellement déjà. Je ne sais pas vivre. Hier soir me coucher là, je ne jamais faire mes yeux dans la tête non. Du tout. Moi bon Dieu te doit tuer déjà. La Voix des Sans-Voix, ce documentaire produit par ISMA pour sensibiliser les gens autour d'un problème, la maladie mentale. Et on a vu que le problème est sérieux. On a compris qu'on peut vivre avec quelqu'un tous les jours. On ne cesse de critiquer cette personne, mais on ne comprend jamais qu'il est malade, que la personne est malade mentalement. Et que la personne souffre. Souffre, c'est ça. Et c'est vraiment cette souffrance que nous avons mise au cœur de nos préoccupations. Parce que la personne souffre, les amis ou parents sont aussi affectés par l'âge. Non, tout à fait. On a compris, par exemple, la douleur de cette mère. Et je crois qu'il faut qu'on dise aussi aux gens, et Ronald est un spécialiste, qu'il existe à la fois des solutions d'ordre chimique, des médicaments, ainsi que des thérapies. Que dans les pays où les gens ont accès, justement, à la connaissance, à cette médication, où ils ont accès à des formes de thérapie, la plupart des malades peuvent redevenir fonctionnels et fonctionnent dans la société. Parce qu'il faut faire tomber les discriminations, les tabous autour de la maladie mentale. Et c'est une des raisons pour lesquelles ISMA a été créé. Tout à fait. On va terminer, mais rapidement, les perspectives de l'ISMA après cette campagne de sensibilisation. Quels sont les projets à moyen ou à long terme? Permettez-moi de dire en créole pour que tout le monde attende ça. En aller. Parce que, effectivement, Yannick rappelé Cuba, rappelé le Québec, le Canada, les États-Unis et l'Europe actuellement, qui pensaient que même le gain pile moyen, il faut qu'ils mettent question maladie mentale là. Et donc, la santé à apporter à ces gens au cœur des préoccupations de tous les citoyens. Donc, fait de problème là, un problème social général. Et c'est la perspective ça, nous sommes capables d'arriver à joindre une meilleure solution, puisque si déjà, le monde qui est plus proche, l'enfant, la caille, sous quartier, la communauté, ou qu'à joindre compréhension, attention, affection, support, nous pensons que la majorité de gens n'a pas parlé, ils n'ont pas privé plus loin que stade léger ou moyen dans trouble. Parce que Haïti est une société pauvre, nous pas grand pile spécialistes, nous pas grand pile structure de soins mentaux. Donc c'est avant tout la mi-temps société, la famille, le quartier pour nous
ouais, comment nous sommes capables d'enrayer tout bio pour que nous n'ayons pas besoin d'arriver dans le stade grave, côté faut que joignent des soins, qu'il y ait des psychiatres, des psychologues, dans des structures, dans l'hôpital ou bien dans des cliniques. Donc, c'est vraiment démarche ça que ISMA a entamé et nous souhaitons que toute l'autre organisation, toute l'autre institution, et monde pour rejoindre nous pour que nous fassions de maladies mentales là, on cible, pour que nous tous, dans la famille, nous, avec poche nous, mais dans le quartier, dans la communauté, dans le groupe organisé côté nous fonctionner, nous sommes capables de l'autre compréhension de maladies mentales là et nous sommes capables de participer à amener la santé mentale dans la population par support, attention, et nous sommes capables de l'autre compréhension, l'autre perception de monde qui est malade et aux soins que vous méritez. Voilà. Et pour vraiment terminer, est-ce que ce documentaire sera diffusé sur les chaînes de télévision? Comment quelqu'un peut avoir accès à ce documentaire? Premièrement, je dis Lara, un gros merci. Parce que ce n'est pas facile. C'est le premier dame qui parlait, jeune dame qui parlait, parce que ce n'est pas facile dans le pays comme Haïti. Côté le monde a gado son bail qui est très lourd et pesant, il braver la honte ça et puis il parlait. On dit le grand problème. Exactement. Je veux remercier Patrick parce que son cadeau que nous avant qu'il mourir, son bel cadeau qui était pour nous. Et je veux remercier maman ça qui c'est une voisine réalisateur qui fait film. Je veux comprendre tout que film c'est déjà son documentaire mais c'est expression une compréhension qui te gagne entre nous-mêmes par rapport à monde qui souffre de maladie mentale. Mettez-le en confiance, mettez monde qui parents en confiance pour que le film soit réalisé. Et le film lui-même, c'est un premier outil pour nous, justement, pour nous faire casser la honte qui gagne autour de la maladie. La péresse, parce que les gens par contre s'allier, plus vous comprenez ça en bagaille, plus vous avez moins de facile pour surmonter. Absolument. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ça. Non seulement on a fait un travail de sensibilisation, mais nous avons un petit projet pilote, nous allons le faire au niveau d'une communauté. Dans le Grand Port-au-Prince, j'en veux dire, nos quartiers côté Mounio déjà ont une pratique de travail communautaire sur santé et assainissement. Donc c'est pour un projet pilote. Très bien. Voilà, merci Yannick Larens, merci Ronald Jean-Jacques. C'est un plaisir. On a parlé santé mentale avec nos deux invités, mais en première partie, on a reçu l'ambassadeur de l'Allemagne en Haïti, M. Manfred Auster. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Niagaro et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.